Bonjour. Je vais essayer de vous adresser directement en français. Vous allez m'excuser pour la maladresse. Voilà, une photo qui explique un peu le paysage urbain que nous, en tant qu'architectes, à confronter quotidiennement. Donc, c'est un paysage incertain. Là, on peut trouver des bâtiments grands comme des bâtiments petits, des bâtiments rouges comme des bâtiments verts, du style ancien, moderne, occidental ou chinois. Et on sait bien qu'en Europe, avant de commencer à concevoir son propre projet, on fait beaucoup d'analyses sur son environnement, et donc sur son voisinage. Alors qu'ici, c'est souvent très très incertain, et même si vous avez éventuellement un voisin, il risque de disparaître avant que votre bâtiment immerge. Et donc, du coup, je crois que souvent, les architectes européens, quand ils se trouvent dans ce type de paysage, ils sont plus ou moins perdus, et on ne sait pas par quel bout on va prendre. Et donc, dans cette image, vous voyez aussi que le monument historique ou l'héritage historique sont souvent rasés. Mais pourtant, est-ce qu'il y a une tradition? Pourtant, est-ce qu'il y a des repères ou des références par lesquelles on peut commencer à concevoir notre projet afin que le projet puisse avoir une certaine racine par rapport à son terre, par rapport à sa culture. Donc, c'est un peu la question qu'on se pose depuis quelques années. Est-ce qu'on peut trouver des existants qui n'existent pas, ou des existants potentiels, pour qu'on puisse avoir une référence pour démarrer notre travail de réflexion sur le projet. Je vais vous présenter 3 projets de nature très différente. Donc un projet urbain, un projet d'architecture et un projet de paysage. Voilà, le premier projet, on a parlé de l'écologie ce matin, et donc justement c'est un projet qu'on appelle Écoville, une ville nouvelle qui se situe entre la ville de Pékin et la ville de Tianjin, donc qui est entre les deux. C'est un groupe de promoteurs de Shanghai qui promouvoit l'idée de ville écologique. Et donc, ils voulaient vraiment construire une ville écologique ici. Voilà. Donc, ça, c'est la ville existante, donc le centre-ville. Et puis là, c'est la partie de la ville nouvelle qu'on est en train de concevoir. Et avant qu'on intervienne, en fait, il y avait déjà 2 équipes qui ont travaillé là-dessus. Une équipe anglaise, Over Arabs, qui a fait une conception, enfin un projet conceptuel de l'urbanisme. Ensuite, il y a 30 universités qui s'est mis là-dessus pour faire un plan d'urbanisme, pour définir en fait la largeur de la voirie, l'organisation de circulation, POS, COS, hauteur de bâtiments, etc. Et donc vous voyez, avant que notre client intervienne, donc ça c'est le plan existant du développement de cette zone qui prend un schéma assez classique. Et puis là, vous voyez, c'est le nouveau schéma directeur de l'ensemble de Écoville qui consiste à dire, je pense que l'idée la plus importante, c'est une idée qui a été finalement lancée il y a très longtemps, il y a 50 ans au moins par président Mao Zedong, c'est de voir le rapport ville et campagne. Donc, est-ce qu'on peut transformer la ville en campagne ou transformer la campagne en ville? Parce que dans le processus très très rapide de urbanisation, ces questions est devenue de plus en plus importantes. L'idée d'ici, c'est de s'appuyer sur les villages existants et le servir comme un noyau du développement urbain, le renforcer et en même temps conserver donc, tous les terrains agricoles et l'activité agricole, mais même la population agricole dans une zone qui est urbaine. Et en même temps, donc, de créer
effectivement un réseau de transport avec une énergie propre. Et donc il y a beaucoup de réflexions qui ont été déjà faites avant qu'on intervienne. Donc, il s'agit donc par exemple de décourager l'usage de l'automobile, encourager les cyclistes et les piétons, et aussi le mixage, donc pour qu'on puisse servir de plus en plus ses pieds ou la bicyclette. Donc il faut avoir un mixage de fonctions, que les gens ne soient pas très éloignés de son lieu de travail ou son lieu de loisir, etc. Et conserver par exemple le couloir pour permettre que les animaux sauvages puissent se déplacer ou passer à travers, etc. Donc il y a toute une étude ou une recherche qui ont été faites avant qu'on intervienne. Et puis nous, on intervient pour la phase de démarrage avec 3 autres agences. Donc nous, on intervient pour faire une étude de la forme urbaine, donc plutôt qu'un schéma d'urbanisme. Et donc vous voyez que nous sommes 4 agences. Il y a l'atelier Choupé, et puis nous sommes là, et puis à Saint, il y a une autre agence, et puis Pékin Design Institute, à faire donc cette étude ensemble. Et on discute très souvent, bien sûr on discute beaucoup avec notre maître d'ouvrage, et puis nous discutons beaucoup aussi entre nous pour définir la stratégie du développement urbain. Voilà. Vous voyez l'état existant de la partie où on doit faire la conception, et ça se trouve qu'il y a un village existant qui se trouve justement à la partie où notre agence doit intervenir. Donc pour commencer, on a d'abord fait une analyse de fonctions, donc la POS, et puis la relation entre les différentes fonctions. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'interconnexions qui se créent et qui traversent notre terrain. Et alors, pour trouver un rapport avec son terrain, et d'ailleurs c'est quelque chose qui revendique par notre maître d'ouvrage. Donc on pense comme le maître d'ouvrage, il ne s'agit pas de raser tout simplement l'existant ou raser le mémoire. Donc il faudrait toujours réfléchir à partir de l'existant. Donc là vous voyez qu'il y a le village existant qui se trouve ici, et puis il y a un autre village qui est à côté, un peu plus épais, donc on voit un peu plus clairement son organisation. Et à côté, il y a une communauté qu'on appelle communauté pétrole. Donc il y a une compagnie pétrolière qui se trouve à côté, et il construit vraiment des parcs comme qu'on construit un peu partout. Donc pour commencer à notre réflexion, on regarde l'efficacité et la simplicité de 2 typologies existantes, et pour pouvoir en tirer des leçons possibles. Donc vous voyez le système des communautés pétrolières est très simple, départ, et très efficace, et puis ça prend une échelle urbaine, donc avec une certaine densité et une certaine hauteur, tandis que le village existant ici, qui prend une forme beaucoup plus naturelle et qui prend plus de soin aux besoins ou aux sentiments des individus. Et en regardant ces 2 schémas qui se trouvent côte à côte, on se dit, et finalement il y a des liens très très forts entre les 2 organisations. Déjà par exemple la distance entre les bars ici et la distance entre les ruelles sont presque à la distance égale, et puis tous 2, enfin non seulement ici mais presque dans toute la Chine, quand on veut construire des logements, les gens réclament toujours une orientation nord-sud. Donc là, on voit aussi cette orientation nord-sud, voilà, le lien qu'on a pu trouver. Et donc l'idée, c'est effectivement de faire marier les 2 échelles et puis 2 typologies ensemble, pour qu'on puisse à la fois avoir une échelle urbaine, à la fois avoir une vie quotidienne qui est beaucoup plus liée aux occupants de l'espace.
Donc on a fait toute une étude de densification et puis aussi comment on peut développer le système qui existe déjà dans le village et le répartir dans le réseau. Et là, vous comprenez déjà à peu près le principe, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, il y a énormément des arbres ou de plantations existants. Donc, pour dévier déjà et éviter d'écraser sur les arbres existants, on est obligé de contourner. Et en contournant, on retrouve une tension ou un dynamisme ou une forme plus organique entre les bâtiments. Alors là, vous voyez qu'il y a deux échelles qui coexistent, une échelle urbaine, donc avec des bâtiments de part un peu de hauteur de 4 à 5 niveaux, et puis une autre échelle qui peut servir à la fois pour des activités des habitants, ou alors pour le commerce ou des bureaux. Donc là, il y a une idée de mixité qui se reflète dans notre schéma. Et là, vous voyez aussi que ce qui était proposé déjà avant notre intervention, le schéma de voirie, qui n'est pas du tout comme ce qui existe dans beaucoup de schémas actuels, c'est que les voies ne sont pas automatiquement liées. Donc pour que les automobilistes ne trouvent pas tout leur confort. Ça, c'est la voirie des piétons et des cyclistes. La mixité. Et puis, en approchant d'une part à une autre, on est obligé de baisser la hauteur pour correspondre aux besoins ou aux demandes de la réglementation. Et donc, vous voyez des parts en fait, qui sont quelquefois plus bas et plus haut et qui forment une sorte de vague. Donc, il y a une certaine logique qui existe ici. Et pourtant, pas très facile à le saisir. Voilà, je vais y aller vite. Voilà, donc une fois construit, donc vous voyez avec la perspective, on retrouve un peu le mémoire du site. Donc quand vous voyez la comparaison entre le village existant et notre plan d'urbanisme, et puis vous voyez aussi deux couleurs, en fait, une couleur de brique qui est grise, qui est une couleur ou un matériau dominant dans la région du Nord, et puis d'autre part, on voudrait récupérer le village qui sera sujet de démolition, et donc récupérer les matériaux et reformer un peu le lieu avec son mémoire physique. Bon, ça c'est le schéma de mixité de différentes manières. Je vais passer. Voilà, les bureaux qui peuvent être au rez-de-chaussée, etc. Et on a fait une maquette à la fin, enfin plutôt au milieu de notre conception, puisque notre chef de projet avait son mariage pendant. Et donc nous, on a fait une maquette avec les légumes pour lui présenter comme cadeau d'anniversaire de son mariage. Le deuxième projet se trouve à Hangzhou, et je pense qu'il y a beaucoup d'architectes ici dans la salle qui participent à ce projet. Il s'agit d'un terrain marécageux, et c'est un parc national. Donc à côté de Hangzhou, il y avait déjà deux phases qui ont été déjà réalisées, et puis nous, en tant qu'architecte, on a une douzaine d'architectes à intervenir ici pour la phase 3. Voilà. Donc là, vous voyez
des couleurs différentes qui représentent différentes agences. Donc là, vous voyez des différents acteurs que vous connaissez, M. Zhang Lei, M. Liu Xiaotu, M. Liu Yichun, etc. Liu Jiakun et Zhu Pei devaient venir. Et bon. Voilà. Donc ça, c'est le parc restitué. Et avant qu'on intervienne ici, sur ce terrain, le client nous explique longuement son histoire. En fait, c'est un lieu depuis au moins 1000 ans qui a cette nature topographique. Et puis, il y avait toujours, depuis 1000 ans, des littéraires qui occupent le terrain et qui en font de poésie ou de la peinture sur ce terrain. Et donc, quand nous, on intervient, on voit différents types de maisons, des types de maisons paysans qui sont sujets de la démolition, des maisons vraiment anciennes ici, et des maisons nouvellement construites avec une forme ancienne. Donc, on se demande quelle sorte de maison qu'on peut construire ici. Et nous, on intervient notamment pour construire sorte de refuge hôtelier, puisque c'est un lieu touristique, pour recevoir 2 ou 3 familles à passer un week-end ici. Alors, la réflexion sur l'histoire et l'architecture avec la nature est que d'une part, on voulait dire à notre client que l'histoire ne s'arrête pas à un moment ou à un autre. Donc c'est une file continue. Donc nous ne voulons pas ignorer cette face du village paysan. Donc comment trouver une continuité entre la maison vraiment ancienne, à la forme ancienne, et ces maisons paysannes récemment construites. Donc nous on se dit, les points communs qu'on peut trouver, déjà ils ont tous une forme géométrique très simple, donc en plan, en rectangle, et puis il y a une combinaison qui est très flexible et riche. Et ils sont tous en pente, comme la forme de toiture, et puis ils se dissimulent toujours pas, et ils affichent plutôt l'existence de l'être humain dans un environnement naturel. Ensuite, au lieu de faire un rapport très très proche avec la nature de l'architecture, on a pensé que le rôle de l'architecture dans un lieu naturel est plutôt une sorte de refuge ou abri pour les êtres humains à l'encontre d'une menace qui représente la nature. Voilà, c'est le lieu où on doit intervenir avec les maisons paysannes ici, et là on en tire une distance d'épaisseur des maisons existantes. En fait, ils sont déjà maintenant démolis. Voilà. Donc on a trouvé une géométrie très simple, 12 mètres par 12, et ensuite on le surdivise par 3, et on trouve, en liant ces points-là, on trouve des lignes directrices ou pour la rotation de toit ou la rotation de ces maisons-là. Voilà, en faisant cela, on obtient un résultat d'organisation avec laquelle on peut avoir la lumière et la ventilation sans avoir aucun ouvrant sur l'extérieur. Donc, puisqu'on a déjà des puits de lumière et de ventilation entre les maisons. Je vais accélérer. Voilà, l'histoire de la structure, on voulait avoir des structures assez indépendantes de chaque unité et qui s'imbriquent l'une à l'autre, mettre à la peau et percer là où on a besoin. Et là, c'est une maison ancienne à conserver. Et puis aussi, on a réfléchi sur la nature, enfin le rapport nature et architecture. On se demande est-ce qu'ils peuvent s'échanger leur rôle.
Il y a la nature, l'architecture. Est-ce que l'architecture peut devenir nature ou nature peut devenir l'architecture? Donc finalement, on a adopté un matériau de revêtement extérieur réfléchissant. Et le dernier projet se trouve sur le parc de Jeux Olympiques, que vous connaissez tous, peut-être, le nid d'oiseau ici, la cube carrée. Et donc ça, c'est l'axe principal nord-sud de la ville de Pékin, donc la ville ancienne se trouve ici. Et là, il y a toute une série de terrains décaissés qui servent à la fois l'évacuation des magasins qui se trouvent en dessous de ce plateau, et puis ici, de métro en dessous. Donc ici, il y a toute une série de cours ou de places décaissées de 9 mètres. Et donc il y a 1 an et demi, 2 ans, l'autorité du Jeux olympique ou de la municipalité de Pékin nous a réunis, plusieurs architectes locaux. En fait, ils se sont rendus 2 choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas assez de Chinois qui interviennent dans les travaux des Jeux olympiques. Et la deuxième chose, c'est qu'ils voulaient retrouver une certaine identité culturelle locale. Donc, ils pensent que le paysage qui a été conçu auparavant est un paysage trop quelconque ou international. Et donc, la première idée, c'était pour moi de mettre les maisons sur cour traditionnelles dans cet espace décaissé, puisque la forme de toit est quelque chose de très caractéristique de la ville de Pékin. Et puis, en transformant ce lieu qui est destiné pour une fonction domestique et enfermé à quelque chose de public, et donc peut-être on permet à trouver une autre vision de l'architecture traditionnelle. Donc à la fin, plusieurs groupes d'architectes ont intervenu, donc de Pékin Institut, de Tsinghua Université, de Zhongguo Institut, etc. Et nous, on a travaillé sur cet espace-là. C'est état existant. Donc on a superposé une trame par-dessus de trames existantes du bâtiment autour. Et on a planté des poteaux. Et par-dessus certains poteaux, on a mis des poutres de toit. Et les autres, on a mis des cercles lumineux qui symbolisent à la fois des anneaux de Jeux olympiques et puis aussi le lanterne chinois. Donc par la position de différentes hauteurs qui peuvent être des pans, des desks, fontaines et lanternes. Ça, c'est la maquette qui s'expose en dessous. Quelques images de perspective. Voilà les photos de chantier. Merci.